Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et bonjour à tous, on est ensemble sur Sud Radio jusqu'à 13h. Aujourd'hui, au sommaire, nous allons parler du bilan économique français, de la dette avec Henri Sterdyniak, économiste et auteur de Penser l'alternative, réponse à 15 questions qui fâchent. Et puis, en seconde partie d'émission, c'est Jean-Claude Bourret qui sera notre invité pour son livre La 5, l'histoire secrète. On va parler là de la liberté des médias, mais aussi du PAF et puis peut-être d'extraterrestres avec notre invité. Si vous souhaitez réagir et poser des questions, le standard 0826 300 300. On se retrouve dans un instant et on est ensemble sur Sud Radio jusqu'à 13h. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous nous faites vivre les matchs, la façon que vous les commentez, que ce soit la Pro D2 ou le Top 14, c'est que du bonheur. Voyez, il n'y a pas besoin d'y voir avec vous, c'est comme si on y était, quoi. Voilà. Sud Radio, parlons vrai. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est Henri Sterdyniak, économiste à l'OFCE, auteur de Penser l'alternative, réponse à 15 questions qui fâchent, aux éditions Fayard. Je voulais vous avoir sur le plateau pour parler bien sûr du bilan économique de l'État, déficit, dette, 3 000 milliards de dettes. Qu'est-ce qu'il se passe avec les finances publiques ? D'abord, il faut dire que structurellement, la France n'est pas une exception. Dans beaucoup de pays qui ont des dettes très importantes, c'est le cas du Japon, c'est le cas des États-Unis, c'est le cas de l'Italie. On est dans une situation où, grosso modo, les pays sont obligés d'avoir des déficits relativement importants pour soutenir l'activité. Voilà, et c'est le tableau général. Et puis en France, on a un certain nombre une particularité, si on peut dire, c'est que le gouvernement, les gouvernements Macron successifs ont assez nettement baissé les impôts. 35 milliards de moins pour les ménages, 35 milliards de moins pour les entreprises, 90 milliards d'exonération de cotisations sociales, 20 milliards là sur l'apprentissage. Donc tout ça fait que on est quand même un des pays où la dette a le plus augmenté. Donc ça, c'est un problème de recettes plus que de dépenses publiques ? C'est surtout un problème de recettes. On peut dire c'est la stratégie qui a été impulsée par Bruno Le Maire avec l'idée, on va réduire les impôts, ça va permettre aux entreprises d'investir plus, ça va ruisseler sur l'ensemble des ménages, de l'économie, et malheureusement, on n'a pas une croissance flamboyante, et même si les dépenses n'augmentent pas très vite, il nous manque des recettes. Ouais, mais ça c'est un choix politique en fait, d'avoir baissé les impôts, et malgré ça, la France, si on écoute nos gouvernants, serait un des pays les plus taxés, et on se demande où va l'argent, puisqu'on voit que les services publics demandent toujours plus de moyens, que ce soit l'école, on va en parler aussi, l'hôpital, etc. Et on voit que là, la réponse du ministre de l'économie, c'est de faire encore des économies sur les services publics, encore des économies un peu partout, alors que où va l'argent en fait ? Oui, je veux dire, il va être la stratégie disant on va encore réduire les dépenses publiques, les services publics, les prestations chômage, ça a une limite. On voit très bien que ça se traduit par une mauvaise qualité des services publics. Donc on risque d'être entraîné dans une spirale assez tragique. Les services publics sont de mauvaise qualité, donc les gens ont tendance à se retourner vers le privé, ce qui est encore plus coûteux. Donc c'est pas une bonne stratégie, et le bilan de Bruno Le Maire de ce point de vue, du point de vue des finances publiques, n'est pas très bon. Mais et du point de vue économique, est-ce qu'on peut dire que ça fonctionne, puisque ces aides aux entreprises, allègement de la charge aussi de l'impôt, on est toujours avec un chômage de masse, on a une croissance économique sous les 1%, donc pourquoi continuer ces politiques qui finalement ne font pas leurs preuves ?
D'abord, effectivement, on est dans une situation économique extrêmement médiocre. Si on regarde la situation par rapport à 2019, la croissance moyenne de la France n'a été que de 0,4% par an, ce qui est très faible. Donc, on peut dire la politique d'allègement des impôts sur les entreprises n'a pas fonctionné. Mais comme c'est tout à fait dans l'ADN du gouvernement, il est peu probable qu'il en change. Donc, le problème, c'est que les entreprises n'investissent pas assez, ne distribuent pas assez de salaires, par contre distribuent trop de dividendes, rachètent leurs actions, et donc il faudrait avoir une politique un peu plus offensive. C'est-à-dire dire aux entreprises, OK, on réduit vos impôts, mais en contrepartie, on veut des résultats tangibles en matière d'investissement, et en particulier d'investissement pour la transition écologique. Oui, mais alors là, c'est tout le problème de la libre économie et de la liberté des entreprises. On n'est pas dans une économie dirigée, donc on peut toujours... Bruno Le Maire fustige, demande, mais il n'y a pas de loi qui impose aux entreprises de verser tel salaire, d'avoir une limite sur les dividendes. Ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, l'argent va à l'argent, c'est la finance qui récupère le gros des profits. Comment faire pour éviter ça ? Eh bien, malheureusement ou heureusement, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut nécessairement reprendre le contrôle sur les grandes entreprises. Les grandes entreprises qui orientent comme ça la vie de notre pays, elles doivent être socialement contrôlées. Il faut dire clairement, les entreprises, elles doivent prendre le tournant écologique, c'est-à-dire qu'il faut investir beaucoup, mais investir dans la transition écologique. Il faut regarder aussi ce qui se passe au niveau du secteur financier. Le secteur financier, il faut absolument, c'est un impératif. Il doit faire du crédit pour les rénovations des logements, pour la construction qui actuellement est extrêmement en difficulté. Et obligatoirement, ça veut dire qu'il faut, pour dire un mot qui fâche, il faut faire de la planification, et de la planification écologique. Et c'est le grand problème de Bruno Le Maire, c'est que il a souhaité que la France prend un tournant libéral, et que en fait aujourd'hui le tournant dont on a besoin, c'est plutôt un tournant écologique, donc avec une certaine planification. Mais qu'est-ce que vous entendez quand vous dites que les entreprises doivent être socialement contrôlées ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la stratégie des entreprises, elle doit être réfléchie au niveau social. On a une contrainte écologique, et dans cette contrainte écologique, il faut faire des choix. Par exemple, si vous êtes un producteur de voitures, votre tendance naturelle, c'est de dire, je vais faire des voitures chères, parce que avec les voitures chères, j'ai des marges plus grandes. Alors que, au point de vue social, l'idée, c'est de dire, non, on a besoin de voitures électriques, pas chères, qui puissent servir à des déplacements à certains déplacements, avec des économies fabuleuses en termes de matière. On peut plus avoir des très grosses voitures. Il faut limiter le poids des voitures. Donc, il faut donner des impulsions, en quelque sorte, aux entreprises pour qu'elles aillent dans le bon sens. Et c'est pareil pour la rénovation des logements. Il faut surveiller étroitement que la rénovation des logements, on la finance, on finance et on surveille le résultat. Et donc, naturellement, il faut une économie plus dirigée. Mais là, on est quasiment dans une économie soviétique, non ? Si on dit faut produire telle voiture pour tout le monde, c'est l'ADA. Non, on n'est pas. On n'est pas dans une économie soviétique. On est dans une économie qui a des contraintes, et ces contraintes, il faut que les consommateurs et les producteurs en tiennent compte. Et c'est la difficulté de l'opération. La France et tous les pays européens, ils sont devant une nécessité impérieuse. D'un côté, il faut prendre le tournant écologique, et de l'autre, il faut réindustrialiser, c'est-à-dire que ce tournant écologique, il doit être fait par les entreprises françaises, européennes, et non pas
par les entreprises chinoises et américaines. Et c'est ça le tournant qu'il faut prendre. Oui, mais c'est ce que vous dites. Le problème, c'est la planification. C'est-à-dire que quand en Europe, on veut favoriser la voiture électrique ou les panneaux solaires, etc., on favorise en réalité l'industrie chinoise et américaine parce qu'on n'a pas les filières qui sont prêtes. Et puis sur la pression écologique, on voit que c'est le dernier des soucis. En réalité, dès qu'il y a des problèmes au budget, on supprime la prime rénov', on revient sur toutes les lois pour les agriculteurs en disant finalement, vous allez pouvoir assouplir les règles sur l'écologie, et même au niveau européen, Ursula von der Leyen est revenue sur son plan carbone à 2050 en disant non, c'est vrai, c'est pas réaliste, on rétropédale. Donc on voit bien que industrie ou écologie, le choix est fait, c'est l'industrie. Ben, la vie est un combat, c'est ça le problème. C'est-à-dire, la vie est un combat, c'est-à-dire on a un combat à mener à l'échelle française pour dire attention, la réindustrialisation, ça passe par... ça passe aussi par l'écologie. Il faut que l'industrie européenne soit en pointe. Et au niveau européen, il faut dire, voilà, on a une nécessité de réindustrialiser. Et donc, il faut faire des choses horribles, subventionner massivement certains secteurs, se dire, certains secteurs, c'est des secteurs... qu'il faut absolument développer. Donc, on prend les moyens. Il faut oublier... Il faut oublier l'idée, mettre en concurrence, etc., pour se polariser sur l'industrialisation. Prenez un exemple choquant, si vous voulez, l'industrie nucléaire. La France a pris un choix. On va développer le nucléaire, ça veut dire qu'on va subventionner le nucléaire, on va dire aux jeunes, il y a 100 000 emplois à prendre dans le nucléaire, il faut vous former là-dessus, et on va se donner les moyens. Il faut faire pareil sur un certain nombre d'autres secteurs, et de dire clairement, voilà, l'avenir, c'est on va avoir besoin de batteries, on va avoir besoin de panneaux solaires, donc on les payera un peu plus cher parce qu'on va les faire en Europe, mais voilà, il faut faire comme la Chine, si on peut dire, faut subventionner. La Chine le fait parce que c'est une économie dirigée, justement. C'est pour ça on est sur une économie communiste. En France, prenons l'exemple, par exemple, de la filière batterie. Il faut du lithium, par exemple. On a un projet de mine de lithium, pour faire de l'extraction, et tout de suite, vous avez des associations qui vont être contre ce projet de mine parce que c'est critique pour l'environnement. Donc là encore, on voit bien que les mentalités ne sont pas forcément alignées sur l'idée d'une réindustrialisation. Oui, disons, ça fait partie du problème. La France s'est désindustrialisée et naturellement, ça a un impact sur les mentalités. Les gens considèrent que l'industrie, c'est moche, c'est sale, ça pollue. C'est une vérité. Il y a la loi sur les PFAS, c'est polluant éternel. Et donc, il faut absolument dire, non, on a absolument besoin de cette industrie, et il faut d'abord, toutes les mesures écologiques doivent être pensées de manière à éviter qu'il y ait des victimes, c'est-à-dire il faut subventionner les perdants, et puis ce qui est nécessaire, c'est une intense campagne pour persuader les jeunes que naturellement, l'avenir c'est l'industrie, et que c'est très important que les jeunes s'y forment et que on accepte les contraintes que signifie l'énergie, en particulier en matière de subvention. Et donc ça, c'est pour l'industrie. Pour la dette, on fait quoi sur ces 3 millions ? On continue de s'endetter, on fait comme le demande Bruno Le Maire, des économies. Est-ce qu'il y a une solution à moyen terme pour régler le problème de la dette ? Ou est-ce que c'est pas un problème ? Bon, la dette, c'est pas un problème tragique. On a d'abord parce que beaucoup de pays sont endettés, parce qu'il y a des marchés financiers qui sont tout prêts à nous prêter. On s'endette à des taux inférieurs au taux de croissance. Il y a pas, les marchés financiers ne se sont absolument pas affolés par l'annonce du 5,5% de déficit. Donc c'est pas une contrainte lourde. Il faut savoir aussi que les ménages français épargnent beaucoup, et que comme ils épargnent beaucoup, c'est eux qui, d'une façon ou d'une autre, portent la dette publique. Les ménages français ont épargné l'année dernière 125 milliards, qui représentent à peu près
le montant de la dette publique qui a dû être le déficit public 150 milliards. Donc le problème, c'est une grande partie de la dette publique est portée par les ménages riches qui effectivement veulent détenir de la dette publique. Et le problème que nous avons aujourd'hui en France, c'est que les ménages épargnent trop, et comme ils épargnent trop, il y a un déficit de consommation et l'État est obligé d'avoir de la dette. Donc, pour dire des choses horribles, pour réduire la dette, il faudrait taxer un peu plus les riches et redistribuer l'argent pour que effectivement ça a un impact sur l'activité. On peut imaginer des choses horribles, taxer les propriétaires occupants par exemple qui ont déjà fini de payer leur logement. Ces gens-là, ils ont une capacité d'épargne importante. Il faut l'utiliser pour investir. Financer l'économie. Pour financer l'économie. Donc des nouvelles taxes peut-être, pas de tabou. Peut-être pas des nouvelles taxes, mais surtout ce qui est très important, c'est de nouvelles dépenses et des dépenses qui sont orientées vers la transition écologique. Très bien, et la réindustrialisation. Beaucoup. Merci à vous, Henri Sterdignac, d'avoir parlé avec nous. Réindustrialisation et dette au micro de Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour la suite de Poulain sans réserve. À tout de suite. Sud Radio, Poulain sans réserve, midi 13h, Alexis Poulain. Alexis Poulain sans réserve, l'édito. Et on va parler de cette sordide affaire de Samara, cette jeune fille qui a été passée à tabac, qui est sortie du coma par d'autres étudiants, collégiens ou lycéens à Montpellier. Une affaire où on ne sait pas tout, une enquête va arriver, mais où on voit que les réseaux sociaux, le harcèlement, la violence, le prosélytisme sont à la base d'un drame et qui, malheureusement, pourrait se répéter, puisqu'il y a eu aussi ce jeune homme de 15 ans à Viry-Châtillon qui a été passé à tabac et qui est là aussi entre la vie et la mort à l'hôpital Necker. On va d'abord écouter la ministre de l'Éducation, Madame Belloubet, sur l'affaire et le drame concernant Samara. Je veux tout savoir sur ce qui s'est passé durant les mois précédents ou les semaines précédentes. Je veux tout savoir sur ce qui s'est passé dans les dernières heures, dans l'école et hors de l'école. C'est évidemment capital. Nous devons toute la vérité. Et dans 8 jours, j'aurai les éléments dont je tirerai toutes les conséquences. Et je puis vous assurer que mon bras ne tremblera pas. Alors un bras qui ne tremblera pas, une mission flash pour un problème de fond en réalité. Pourquoi aller chercher là des vérités alors que le problème c'est celui de la violence, c'est celui du harcèlement qui était quand même une des priorités pour l'école. Rappelez-vous, Gabriel Attal et son court passage au ministère de l'Éducation voulaient en faire une cause importante. Évidemment, on peut se demander pourquoi maintenant, avec la réaction à chaud à cette violence-là, une mission flash. Et puis, on va écouter le maire de Viry-Châtillon, Jean-Marie Villain, qui réagissait aussi à l'agression de ce jeune homme dans sa commune et qui était chez Jean-Jacques Bourdin ce matin et visiblement très ému. C'est horrible, quoi. On peut pas avoir des gens qui sont fracassés comme ça, mais comment on peut accepter ça? C'est difficile parce que on se bat pour avoir des moyens en permanence. C'est pas toujours très facile. Le gouvernement qui nous dit qu'il va encore diminuer les dotations de 10 milliards pour les collectivités territoriales. Tous les services font attention pour trouver quand même des solutions. J'ai 30 caméras depuis 10 ans. Maintenant, je vais en avoir 30 de plus dans les 2-3 ans qui viennent. Mais il y a un moment donné, on va finir par baisser les bras. Parce qu'on ne pourra pas. Il faut que le commissariat du Vivier ait des effectifs pour pouvoir patrouiller et être présent suffisamment sur le terrain pour montrer que la force publique, elle est là. Et oui, montrer que la force publique est là, on voit bien qu'il y a soit une hypocrisie, soit un déni, soit une volonté de ne pas vraiment aider les communes. Dans le cas de Samara, l'enquête doit montrer les responsabilités du lycée qui était au courant et qui aurait dû protéger son étudiante. Pour ce qui est de Viry-Châtillon, le maire montre effectivement le manque de moyens, encore une fois. Et la question vraiment qui va posée aujourd'hui dans toutes les têtes de parents et aussi des élèves, c'est cette question de la violence liée bien sûr au harcèlement numérique ou non, mais cette violence-là en fait, eh bien c'est au-delà d'une mission flash, c'est un vrai problème de société qu'il va falloir peut-être prendre au sérieux enfin et de manière transpartisane. Alexis Poulain sans réserve,
L'invité. Et notre invité, c'est Jean-Claude Bourret, journaliste qu'on ne présente plus. Vous avez sorti un livre, La 5, l'histoire secrète. Alors, le livre, quand même, commence avec cette phrase, contrôler les médias, c'est contrôler les cerveaux des peuples. Et rien n'est plus excitant pour un politique que d'avoir à sa disposition l'arme des médias. Et vous expliquez, en fait, que à l'époque de l'ORTF, même le sommaire du journal était validé par le préfet. Hein, il n'y avait pas de liberté éditoriale. C'est quand même incroyable. Est-ce que vous avez vu dans votre carrière cette arme des médias faire des ravages dans la société française ? Alors, faire des ravages, je n'ai pas fait d'études historiques aussi précises que votre question. Je vous entendais à l'instant commenter la violence dans les écoles et les lycées. Mon premier métier, c'était éducateur de rue, visiteur de prison. Ce que personne ne sait pratiquement, puisque j'en ai pas parlé, étant donné que je ne voulais pas que les confrères disent « Ah oui, Bourret se fait mousser », etc. Mais je visitais les prisons, notamment Fleury-Mérogis, La Santé. J'étais éducateur de rue, donc j'avais une douzaine de jeunes enfants, d'adolescents plus exactement, dont j'avais la charge. Et on pose évidemment très très mal le problème de la société. Parce que le problème de la société, c'est d'abord l'éducation, qui passe par les parents, qui passe par les enseignants et qui passe par les médias. Alors pour répondre à votre question sur les médias, depuis toujours, depuis 2000 ans, ceux qui ont la capacité de faire passer des messages au peuple essayent de maîtriser ces messages. Depuis toujours. Le grand capital a toujours été actionnaire des grands journaux de presse écrite. Ensuite, ça a été la radio. Ensuite, ça a été la télé. Maintenant, ce sont les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que quand vous maîtrisez les médias, quand vous êtes propriétaire d'un média, vous pouvez orienter via le président de la chaîne ou le directeur de la rédaction. Vous pouvez lui dire, tiens, ce serait bien d'inviter un tel. Et il est sensible, évidemment, à vos suggestions, puisque vous le payez. C'est pas compliqué à comprendre. Alors après, le directeur de la rédaction se tourne vers son rédacteur en chef. Dis donc, il y a un mec qui est pas mal, là, c'est un tel. Il vient de sortir un bouquin, ou alors il a des choses à dire. Ce serait bien de l'inviter dans un des journaux. Et le rédacteur en chef, il comprend le message. Il est pas fou. Il va pas lui dire, écoute, t'as rien à me dire. Je suis le patron de la rédaction, je suis rédacteur en chef. Sauf que l'autre, il est au-dessus de lui. Ouais. Donc voilà comment ça se passe. Et évidemment, le grand capital essaye de mettre dans la tête des téléspectateurs ou des auditeurs ce qu'il a envie que les citoyens comprennent, sachent et pensent. Donc, moi, je suis très frappé, maintenant j'ai 84 ans, j'ai un peu de recul, je suis très frappé de constater que les chaînes de télé qui sont à accès gratuit, il y en a je sais plus combien, 23 ou 24, proposent des insignifiances. C'est très rare qu'il y ait une émission de télé qui ouvre l'esprit, qui permette de comprendre, avec des débats, avec des gens qui sont pas d'accord entre eux, qui s'affrontent avec des idées différentes. Et c'est de là que naît la vérité. C'est quand vous avez deux personnes, l'une qui dit non, votre téléphone portable il est de couleur blanche, l'autre il dit non, il est de couleur noire, et chacun avance ses arguments, et vous êtes là derrière, vous dites mais c'est évidemment celui qui dit que c'est blanc qui a raison. Mais d'ailleurs sur la 5 il y avait cette émission Duel sur la 5 où c'était première émission interactive où les téléspectateurs pouvaient à la fin de l'émission voter pour la personne qui les avait convaincus, hein, et cette émission a été censurée, il me semble. Non seulement elle a été censurée, mais c'était le cauchemar du gouvernement de l'époque, qui était un gouvernement de gauche, mais ça aurait été la droite, c'était pareil. Parce que il y a un ancien Premier ministre de Chirac qui m'a dit « Jean-Claude, on vous a jamais nommé président de chaîne, ce que j'aurais refusé. Parce que je suis pas compétent pour être président d'une chaîne, il faut gérer 2 ou 3 000 personnes, il y a des budgets. Non, moi je suis un fanatique de l'information claire, précise, accessible à tous les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Et donc j'étais en tant que téléspectateur, et je le suis toujours aujourd'hui en 2024, très énervé, très scandalisé par les débats à la télévision, voire à la radio.
Sud Radio est un peu différent parce que vous donnez la parole à des gens qui ont entendu le par ailleurs et qui ont des choses à dire. Mais à la télé, il y a pour moi la clé d'un mauvais présentateur, c'est quand il coupe la parole à son invité et qui dit on va y revenir. Ça veut dire, là, tu es en train de dire des choses que tu devrais pas dire parce que tu t'approches d'une certaine vérité et mon patron va pas être content que tu dises cette vérité. Donc je te coupe la parole, mais je la coupe intelligemment. Je dis pas non, ça vous pouvez pas le dire parce que ça va me valoir une engueulade de mon patron. Je dis très intéressant ce que vous dites, mais on va y revenir. Évidemment, on n'y revient jamais. Donc c'est de la censure en direct. Quand vous entendez un animateur dire on va y revenir après avoir coupé un des invités, vous pouvez être sûr que c'est la censure qui se manifeste. Et ça, censure à l'époque de la 5, vous avez suivi aussi les débats sur les fréquences de la TNT, de l'Arcom récemment. Vous parliez bien sûr de l'importance de maîtriser, contrôler les médias et du grand capital. Vous, en l'occurrence, c'était Silvio Berlusconi. Aujourd'hui, on voit des combats entre Bolloré, Bernard Arnault, maintenant Rodolphe Saadé qui va racheter BFM. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du paysage médiatique? Est-ce qu'il est plus libre qu'avant, d'une certaine façon, ou est-ce que c'est absolument la même chose? La réponse est dans votre question. Pourquoi les milliardaires achètent les médias? Sinon pour faire passer un message et pour dire au gouvernement attention, je suis propriétaire de telle chaîne de télé, de telle radio, de tel journal de presse écrite, je vais vous soutenir, je vais valoriser l'action du gouvernement, je vais écraser quand il y a un scandale, je vais mettre ça en page 22 avec 12 lignes. En échange, attention, vous ne me taxez pas sur mes super bénéfices, vous ne me taxez pas sur mes profits, vous me laissez vendre aux Français un produit qui est dangereux éventuellement. On le voit avec le glyphosate, on le voit avec les poils Tefal, etc. La pression du lobby industriel sur le gouvernement. Les poils Tefal, on découvre que c'est dangereux pour la santé et qu'il y a un produit qui est extrêmement nocif. Les polluants éternels, les PFAS. Oui. Donc on dit non, mais il y a une pression en disant oui, mais si vous nous empêchez de faire des poils Tefal, il y aura 2000 personnes au chômage. On continue à faire des poils Tefal parce qu'on veut pas se mettre 2000 chômeurs de plus. Vous voyez, tout ça fonctionne comme depuis des siècles, avec les intérêts des uns et des autres. Donc ça n'a pas changé. On va en parler dans un instant avec vous, Jean-Claude Bourret, du paysage audiovisuel français. Si vous souhaitez poser des questions à notre invité ou réagir, 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, Poulain sans réserve, midi 13h, Alexis Poulain. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain sans réserve. Et on se retrouve avec notre invité Jean-Claude Bourret, journaliste, auteur de La 5, l'histoire secrète. Alors, avant La 5, vous avez été aussi un journaliste sur la première chaîne, qui n'était pas encore TF1, et vous avez été viré par le pouvoir, tout simplement pour avoir donné une information qui était le nombre de manifestants, je crois, pour l'école libre, et vous avez osé dire à l'antenne qu'il y avait autant de manifestants, et c'était inédit depuis la Libération, 800 000 personnes qui étaient dans la rue, et ça n'a pas plu au pouvoir. Oui, ça va intéresser, je pense, vos auditeurs, quelle que soit leur tendance, gauche, droite, extrême droite ou écolo, pour voir comment fonctionne réellement la télévision, parce que ça n'a pas changé. Sur les radios, les journaux de presse écrite, la télé, ça n'a pas changé. Évidemment, on cache un peu tout ça à travers des progressions intellectuelles qui permettent de dire non, il n'y a pas de censure chez nous, mais évidemment, il y a au minimum une orientation. Donc, j'étais rédacteur en chef de TF1 et présentateur des journaux du week-end, c'est-à-dire le 13h et le 20h du vendredi, samedi, dimanche, et il y a eu le fameux dimanche où il y a eu la manifestation finale en faveur du soutien à l'école libre, puisque la gauche voulait casser l'école libre et la faire rentrer dans le rang de l'école publique. Et donc on se demandait combien il y aurait de manifestants, puisque 15 jours avant à Versailles, il y avait eu une manifestation où il y avait eu 500 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, ce qui était énorme.
Et donc, on se demandait combien il y en aurait pour la manifestation finale à Paris. Donc, je suis dans mon bureau de TF1 et je me rends compte à 19h30 qu'il n'y a toujours aucune estimation donnée par le ministère de l'Intérieur. Donc, je téléphone au ministre, Gaston Defferre, que j'ai au téléphone et qui me dit « Ah, monsieur Bourret, je suis en pleine réunion, je vais vous passer ma directrice de la communication qui va répondre à toutes vos questions. » Alors, je lui dis « Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas d'estimation du ministère de l'Intérieur ?» Elle me dit « Il n'y en aura pas. » D'accord. J'ai dit, il n'y en aura pas. J'ai dit, vous vous rendez compte que dans une demi-heure, je vais commencer le journal de 20h en disant, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il y a eu aujourd'hui à Paris 2 millions de manifestants selon les organisateurs. Et pour la première fois, le ministère de l'Intérieur ne veut donner aucune estimation. Ça va complètement crédibiliser les 2 millions. C'est clair. Elle me dit, ah bon, ça, on n'avait pas pensé à ça, je vous rappelle tout de suite. 4 minutes après, elle me rappelle, parce qu'elle connaissait les chiffres, évidemment. Ouais. Elle me dit 800 000 au moins ouais. Manifestants, pas tout à fait définitifs. J'ai dit, ça veut dire quoi, pas tout à fait définitif? Il y en aura peut-être 50 000 de plus. Donc j'ai dit, alors je vous pose tout de suite une deuxième question. Il était 8h moins 20, on était à 20 minutes de l'antenne. Depuis combien de temps il n'y a pas eu 800 000 manifestants, selon le ministère de l'Intérieur, à Paris? Elle me dit, oh, vous et vos questions. Ah oui, c'est notre rôle de journaliste de poser des questions. Elle me rappelle 3-4 minutes après, elle me dit, depuis la Libération, je commence le journal de 20h sur TF1, le jour de la grande manifestation en faveur de l'école libre. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Paris a vécu aujourd'hui sa plus grande manifestation depuis la Libération, avec au moins 800 000 manifestants, selon les propres chiffres du ministère de l'Intérieur. Mitterrand regardait mon journal avec ses conseillers. Ils avaient verrouillé France 2 qui avait annoncé 500 000 manifestants. Et il se tourne vers ses collaborateurs, on me l'a raconté par la suite. Et il pose même pas une question, mais le simple regard, ça voulait dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il raconte, ce pauvre bourré? Je croyais qu'on avait tout verrouillé, l'AFP, etc. Et donc, il téléphone tout de suite à mon directeur de l'info, qui était Alain Danvers, sympathique journaliste de gauche assumé, puisque on l'avait fait passer du grade de petit reporter. C'est pas du tout méprisant ce que je dis, parce qu'on est un petit reporter au début de nos carrières, au grade de directeur de l'information. C'est un peu comme dans l'armée, si on fait passer un soldat du grade de sergent-chef au grade de général de division. Ouais. Alors il était là, à la fin du journal, il me convoque tout de suite. Je me souviens, j'étais sur le plateau encore, le journal de TF1 venait de se terminer, et il y a le haut-parleur qui dit Jean-Claude dans le bureau de Danvers, et il veut te voir tout de suite. J'ai tout de suite compris ce qui se passait. Je suis rentré dans son bureau, et puis il me dit mais qu'est-ce que tu as raconté? Il était assez agressif. Qu'est-ce que tu as raconté? Moi, je faisais l'idiot. J'ai dit, comment ça, qu'est-ce que j'ai raconté? Oui, tu as dit qu'il y avait plus de 800 000 manifestants, que c'était la plus grande manifestation depuis la Libération. C'est pas dans les dépêches. Alors j'ai dit, oui, mais je vais t'expliquer une chose, Alain. Ce qui différencie un militant du Parti Socialiste, comme toi, d'un modeste journaliste, fils de paysan, qui essaye d'être honnête vis-à-vis des téléspectateurs, quelle que soit leur tendance, c'est que moi, je fais mon métier. Oui, toujours, tu fais ton métier, tu t'es renseigné auprès de tes amis de droite. Parce que dès l'instant, on n'avait pas la carte du PS, à l'époque, on était classé à droite, voire à l'extrême droite. J'ai dit, non, je me suis renseigné auprès de tes amis, auprès du ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre. Et là, le ton a baissé de 3 tons d'un coup. Il m'a dit, tu as eu le ministre? Ben, j'ai dit, oui, j'ai eu monsieur Defferre. Ah bon, c'est lui qui t'a dit ça? Oui, c'est lui qui m'a dit ça. Bon, ben, on verra. Bon, ben, salut. Donc, je suis reparti avec un Alain Danvers qui était un peu déstabilisé. Et après, ils ont vérifié ce que j'avais dit. Et ils ont vu que c'était vrai. Et alors, ils ont dit, mais comment on peut virer Bourret? On peut pas lui reprocher, il a fait son métier. J'ai une idée. On va créer la première télévision du matin, on va mettre Bourret au matin, il y aura 10 000 téléspectateurs parce que personne ne regarde la télé le matin, et puis ils m'ont mis au matin, j'ai créé Bonjour la France, première télévision du matin en France, Berlusconi, qui commençait à vouloir créer une chaîne de télévision, avec l'appui de Mitterrand d'ailleurs à l'époque, regardait la télé et il allait regarder la première télévision du matin,
Il a dit, il est pas mal finalement ce bourré-là. Et il m'a convoqué, et voilà comment je suis allé sur la 5. Mais à propos du contrôle de l'information, vous avez été aussi un des premiers, je crois, à dire que le nuage de Tchernobyl était bien passé en France. Là aussi, on a vécu un moment surréaliste où la frontière française permettait au nuage d'éviter de passer sur le territoire. Comment ça a été géré dans les rédactions, cette fake news officielle? Oui, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la valeur d'une carte de presse, moi j'ai la carte de presse 24 000 et quelques, je l'ai eu en 1967 de mémoire. La valeur d'une carte de presse, c'est combien tu as sorti de scoops nationaux ou mondiaux dans ta vie. Parce que beaucoup de journalistes, c'est un métier que je respecte et que j'aime infiniment, mais combien tu as sorti de scoops dans ta vie professionnelle? Si tu n'as sorti aucun scoop, bon, tu as fait ton métier de journaliste, mais c'est pas quand même transcendant. Moi, je peux dire que j'ai eu plusieurs scoops mondiaux, donc j'en suis très fier. Pardon d'apparaître un peu prétentieux, mais Apollo 13, oui, l'origine de l'explosion, c'était moi, et l'affaire du nuage de Tchernobyl, c'était moi, et le ministre de l'époque, ministre de l'Environnement, que j'ai vu plusieurs fois dans son bureau, en tête à tête, m'a dit, mais à cause de vous, j'ai failli sauter. Parce que les consignes du gouvernement, c'était « le nuage n'a pas traversé la France ouais. ». Voilà. Et avec Corinne Lalo, qui est une remarquable journaliste, qui a écrit un bouquin sur les perturbateurs endocriniens et qui est en train de refaire une enquête, elle faisait partie de mon équipe de journalistes du week-end, et je leur avais dit, il faut me trouver les taux de radioactivité aux frontières. Donc aux frontières, on voyait par exemple qu'en Belgique, il y avait, je dis n'importe quoi, 6000 becquerels par mètre carré. En Belgique, vous faisiez 1 mètre, vous franchissiez la frontière vers la France, il y avait 0, et plus. Donc voilà, j'ai sorti ce scoop mondial, ouais. Et ça m'a fait plaisir d'ailleurs sur le plan journalistique, c'est-à-dire que ça c'était le samedi 13h, et le lundi matin, ça faisait 7 à 8 colonnes sur l'ensemble des journaux français, et il y avait un titre à la une de tous les journaux européens. Le nuage a bien traversé la France. Ouais, et il y a eu plein de cancers de la thyroïde à cause de ça. Oui, parce que c'était un mensonge bien sûr, c'est un mensonge officiel. C'est terrible. Et quel regard vous portez en fait sur la profession de journaliste? Est-ce qu'il y a un manque de courage pour ne pas faire son métier correctement parce que la soupe est bonne d'une certaine façon, ou bien est-ce que finalement c'est plus simple de suivre les dépêches officielles du gouvernement que d'aller creuser derrière Je crois que la réponse est dans la question. Vous avez tout résumé. Un manque de courage, ouais. Oui, un manque de courage, il faut comprendre pourquoi. Un journaliste, c'est pas quelqu'un qui gagne des sommes absolument folles, sauf Jean-Claude Bourré qui le raconte dans son dernier bouquin. Un journaliste, ça gagne entre 1500 et, pour les rédacteurs en chef, 5, 6, 7 000 euros par mois. Bon, les stars peuvent gagner 12, 15 000, 17 000 euros par mois. Mais ça, c'est vraiment les stars les grandes stars de la radio ou de la télé. En général, c'est toujours moins de 7-8 000 euros. C'est-à-dire la paye d'un député, quoi. Et alors, en un mot, parce qu'on a fini, mais qu'est-ce qui a fait que la 5 a fermé? Qu'est-ce qui a tué cette chaîne, pourtant aimée des Français, hein? C'est l'association de toutes les autres chaînes de télé, parce que nous, sur la 5, on prenait l'équivalent d'à peu près 300 millions d'euros de publicité sur le marché de la publicité. Donc les autres chaînes se disaient, si on réussit à tuer la 5, ces 300 millions, on va se les partager. Et ils ont tout fait pour tuer la 5 et ils y sont parvenus. Ils ont réussi. Merci beaucoup Jean-Claude Bourré, c'était passionnant. On aurait aimé continuer cet entretien, mais on va rendre l'antenne avec un sujet qui va vous intéresser puisque Céline Alonso et André Berkoff reçoivent tout de suite l'astronaute Philippe Perrin. Et je sais que vous, les étoiles, ça vous intéresse, on n'a pas eu le temps d'en parler. Les étoiles et la vie extraterrestre, évidemment. Absolument, mais on en parlera à une autre occasion. Merci beaucoup Sud Radio, restez avec nous pour la culture dans tous ses états. À tout de suite. Sud Radio, Poulain sans réserve, midi 13h, Alexis Poulain.